Bonjour Jean-Noël Fabiani. Bonjour, Monsieur Martin. Vous êtes chef de service dans le département de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Vous êtes également professeur à l'université Paris-Descartes où vous avez enseigné pendant 10 ans l'histoire de la médecine. Vous publiez aux arènes en BD l'incroyable histoire de la médecine avec Philippe Bercovici qui est donc le dessinateur qui a illustré cette histoire de la médecine et qu'on connaît pour ses récits hospitaliers déjà, puisque c'est lui qui avait publié les séries des Femmes en blanc que je lisais personnellement déjà dans le journal de Spirou, ce qui ne nous rajeunit pas complètement. Bref, pour commencer, Jean-Noël Fabiani, de toutes ces histoires, de votre rapport depuis plusieurs années avec cette histoire de la médecine, une anecdote, puisque on va voir que vous construisez ce récit beaucoup autour des anecdotes, celle que vous préférez, celle qui est vraiment structurée presque toutes les autres, ce serait laquelle ? Je crois que c'est celle de Félix. Félix, c'est le barbier chirurgien de Louis XIV. Or, Louis XIV, le roi de France, le grand monarque de l'Europe, va mal. Il va mal parce qu'il a une fistule anale et que tout le monde se demande en Europe si le roi ne va pas mourir. C'est mauvais pour les affaires, comme dit Louvois, et Louvois qui a subi, lui aussi, le suivi de Louis XIV par les médecins qui ont essayé de soigner le roi en lui donnant des pommades, en lui faisant boire de l'eau minérale, en particulier la Châteldon, qu'on vient de découvrir. Le roi n'aime même pas tellement la Châteldon, soit entre nous. Ça ne marche pas. Le roi continue de souffrir de cette fistule anale, si bien que Louvois dit au roi « Sire, vous devriez faire venir le barbier de la cour, pour qu'il vous donne son avis. » On fait donc venir Félix, barbier de la cour, qui examine le roi, devant d'ailleurs pas mal de personnes. Le roi, très, très simple, soulève son manteau, baisse ses chausses et montre son problème. Félix s'approche, met le doigt, appuie un peu et dit « Sire, oui, je sais ce que vous avez. Il faudra faire une opération et ce sera l'opération cruciale. » Cruciale, quand même, c'est quand même sérieux. Alors n'oublions pas que Félix n'est qu'un barbier. À l'époque, il n'y a pas de chirurgien comme on l'entend aujourd'hui. Les barbiers sont sous la coupe des médecins. Ils obéissent aux ordres. Et Félix dit « Écoutez, sire, je connais cette opération, mais il faut que je m'entraîne. » Et Louis XIV lui dit « Félix, je vous laisse mes galères et mes prisons, entraînez-vous !» Et Félix s'entraîne. Si bien qu'au bout de quelques mois, on décide de faire l'opération. Ils sont en nombre très limité. Madame de Maintenon n'est pas venue parce que, bien que épouse morganatique, elle a très peur pour son mari, évidemment, et elle demande aux demoiselles de Saint-Cyr de faire quelque chose pendant l'opération de façon que Dieu intervienne pour en quelque sorte, soutenir le chirurgien. Et d'ailleurs, elle a fait composer à M. Lully un air spécial qui s'appelle « Dieu sauve le roi ». Et les demoiselles, pendant tout le temps de l'opération, chantent « Dieu sauve le roi ». Alors, petite anecdote dans l'anecdote, au passage passe celui qui va devenir Jacques de Stuart, roi d'Angleterre. Il est en exil pour le moment, il écoute cette musique, il dit « c'est formidable, cette musique extraordinaire. Quand je serai roi d'Angleterre, je prendrai cette musique pour en faire l'hymne national. » C'est pour ça que cette musique composée pour le derrière de Louis XIV est devenue le « God Save the King » que tout le monde connaît évidemment comme tout le monde aujourd'hui. C'est toujours la même musique qui a été revue par Handel, mais enfin peu importe, c'est toujours la même musique. Revenons à Louis XIV qui est en train de se faire opérer. Félix a fait faire un bistouri spécial en argent. Évidemment, on ne prend pas un bistouri. Comment on prend un bistouri en argent? Il met en place ce bistouri. Il n'y a pas d'anesthésie, petit détail quand même. Et il fait l'opération qui consiste à, finalement, une fois qu'on a trouvé le trajet de la fistule, d'ouvrir à plat complètement cette fistule de façon à empêcher qu'elle ne se reproduise et que des concrétions continuent à s'y accumuler. Et le roi est très, très courageux, c'est ce qu'écrivent en tout cas les secrétaires qui sont là pour faire la relation de l'affaire. Ils ne pouvaient pas dire autre chose de toute façon. En tout cas, Louvois tient la main du roi, et le roi était sans doute très courageux, ne serait-ce que pour un détail, c'est que le soir même, il va présider le conseil du roi, où petit détail, tout le monde est debout, et le roi est assis. Et le roi s'est assis ce jour-là, pourtant il n'a peut-être pas envie de s'asseoir vraiment ce soir-là. Enfin, en tout cas, Félix fait l'opération. Le médecin est là, il est présent, c'est Daquin. Il dit
comme s'il n'avait pas assez saigné, faisons quand même une petite saignée, histoire d'arranger les choses. Bon, c'était les mœurs du temps. Et le roi va guérir. Il va guérir avec quelques petites reprises quand même. Mais ce brave Félix avait vraiment, d'abord, des très bonnes pratiques et une idée en tête. Les très bonnes pratiques, c'est qu'il faisait ses pansements tous les jours avec du vin de Bourgogne. Un petit coup de pommard sur les fesses. Et le roi, finalement, a guéri en quelques mois. Le roi a été ravi, bien entendu, de l'opération de Félix, et Félix devient Félix de Tassy, on lui donne des sous, et puis le roi surtout trouve que Félix est un type simple, mais qui a les pieds sur terre, qui est très bien. Et il lui dit, qu'est-ce qui te fera plaisir à toi, Félix? Pour toi, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Et Félix est quand même un homme qu'on ne connaît pas très bien, mais qui devait quand même être un type très bien, dit, écoutez, moi ce que je voudrais pour les gens de ma condition, c'est qu'on puisse enfin séparer la barberie de la chirurgie. Et le roi va tout faire pour aller dans le sens de Félix. Je passe les détails parce que c'est un peu compliqué, mais finalement, c'est grâce à Félix, et donc au derrière de Louis XIV, que finalement les chirurgiens ont pu devenir docteurs en médecine, ont pu devenir même, comme je suis aujourd'hui, professeur de faculté, et que les choses se sont mises en place grâce à cet impact qu'a eu Félix sur les désirs du roi. C'est intéressant que vous choisissiez cet exemple parce que vous dites dès le prologue de cette bande dessinée que votre ambition, c'est de raconter comment la médecine s'est battue au fil des âges pour être reconnue en tant que science. Et cette image du barbier qui va devenir chirurgien, c'est exactement le passage d'une pratique occulte à une pratique légitime, sortir des arrière-boutiques pour arriver sur le perron de l'université. Exactement. Exactement. Alors, des exemples comme celui-là, où les médecins se battent pour une reconnaissance, en effet, d'un art ou d'un statut, il y en a beaucoup dans l'histoire de la médecine. Je peux vous en prendre un autre, si vous voulez, qui va un peu dans le fil des choses. Je vous disais que ce pauvre Louis XIV a vu cette opération sans anesthésie. Il n'y avait pas d'anesthésie, il faut bien se rendre compte des choses. Quand l'arrêt sur le champ de bataille d'Eylau va faire 200 amputations, ces 200 amputations accrues. D'ailleurs, c'est de là d'où vient la fameuse expression « casser sa pipe », puisque l'arrêt demandait aux soldats de prendre la pipe entre les dents, de la serrer bien fort quand il allait couper. Il faut reconnaître que ça ne devait pas être une partie de plaisir. C'était des pipes en bois avec un fût en terre, et quand la pipe tombait et que le fût cassait sur le sol gelé, il cassait sa pipe. L'expression nous est restée dans toute sa crudité. Alors, je viens à l'anesthésie parce que l'anesthésie, c'est presque ce qu'on pourrait appeler, avec ce mot un petit peu anglais, francisé, qui s'appelle la sérempidité. Parce que on a un dentiste qui vit dans une petite ville, Hartford, dans le Connecticut. Nous sommes à la moitié du 19e siècle. Et c'est la fête au village, et il y a des fêtes foraines avec des baraques qui se sont installées. Et il se promène. Alors, il est protestant, bien entendu, il a son chapeau de forme et sa femme qu'il tient au bras, et il rencontre les autres camarades du temple qui sont là tous venus, dont Sam. Sam, il est passionnant, Sam, parce que c'est celui qui chante au temple, mais personne ne l'a jamais vu rire. Or, on voit une baraque foraine qui s'appelle le gaz hilarant. Et Sam monte sur l'estrade du gaz hilarant, va respirer une énorme bouffée de ce gaz hilarant et se met à hurler de rire. Qui est du protoxyde d'azote. On ne le sait pas encore. Mais il va avoir un vertige, il va tomber, un clou dépasse, le clou se plante dans son pantalon, dans son mollet, lui déchire le mollet, et il s'écroule par terre. Alors évidemment, tout le monde se précipite. Sam, comment vas-tu? Il dit, mais je ne sens rien, mais arrêtez de m'embêter, je ne sens rien, je ris, je ne sens rien. Et là, c'est l'idée qui est absolument formidable, c'est de dire, et si le gaz qu'il avait respiré lui avait entraîné l'anesthésie de son mollet? Et c'est là d'où va partir l'anesthésie générale, qui n'existait pas. Alors le gaz, en effet, c'est le protoxyde d'azote, on ne le sait pas encore. Très rapidement, d'autres gaz vont arriver, et d'autres façons de procéder. En particulier, il y a l'éther qui rapidement va faire comment dirais-je, va être très utilisé. Mais par exemple, les accoucheurs ne peuvent pas utiliser l'éther, parce que l'éther, à l'époque, on s'éclaire par les bougies,
c'est quand même pas pratique d'utiliser l'éther quand il y a des bougies qui brûlent à côté. C'est pour ça que le grand homme de l'anesthésie de l'époque, après Horace Wells dont on vient de parler, c'est Simpson, qui est accoucheur à Glasgow et qui, lui, va promouvoir le chloroforme, qui va servir à faire la première anesthésie pour un accouchement, qui est celle de la reine Victoria. 8e accouchement quand même, en principe ça passe facile, 8e accouchement. Et c'est très important, c'est le tournant vraiment de l'histoire de l'anesthésie. Et là, pourquoi? Parce que la Bible pèse sur les épaules de tous. Tu enfanteras dans la douleur. Et donc, il n'est pas question qu'une femme fasse un accouchement sans douleur. Et la reine Victoria a choisi, elle, de faire cela. C'est très important, non pas parce qu'elle est la reine d'Angleterre, non pas parce qu'elle est l'impératrice des Indes, mais parce qu'elle est la chef de l'église anglicane. Et ce faisant, elle est une autorité religieuse, et ce faisant, elle va autoriser en quelque sorte tout le monde anglo-saxon à utiliser l'anesthésie. Ce qui est intéressant dans ces anecdotes que vous racontez, le fait que vous ayez choisi ces deux-là, c'est que, outre le fait de raconter comment la médecine, et on y reviendra, hein, vient de la magie, née de traditions ancestrales, de la superstition, puis de la religion, à la science telle qu'on la comprend aujourd'hui au XXe siècle, mais vous suivez tout particulièrement ces chemins de médecins, de ceux que vous venez de citer, et on a l'impression, par exemple à travers l'exemple de Fred, que c'est aussi un peu votre histoire, l'histoire de votre discipline, de la façon dont elle a acquis ses lettres de noblesse, et puis peut-être aussi, j'aimerais vous faire réagir à ça, une petite passion ou un goût prononcé pour ces héros maudits, ceux qui ont été injustement remisés au banc de l'histoire. Je pense évidemment à Samuel Weiss qui finit en HP, je pense à Michel Servet qui finit au bûcher. Il y a tout de même une tendresse particulière pour ceux qui ont été laissés de côté par l'histoire. Que c'est une entreprise de réhabilitation, en fait, cette incroyable histoire de la médecine. C'est surtout une entreprise de justice. Il faut essayer de rendre à chacun sa place. Parfois, il y a des gens qu'on porte au nu et qui ne le méritent pas, et d'autres qui ont été oubliés par l'histoire, qui ont été oubliés très longtemps. Alors, vous me parlez de Semmelweis, qui est un très bon exemple. Semmelweis, il est hongrois. Il arrive dans le plus grand hôpital d'Europe à l'époque, qui est l'hôpital de Vienne, hôpital universitaire, avec des gens extrêmement brillants. Mais comme il est hongrois, il a un accent en allemand. Et donc, il est considéré un petit peu déjà comme un petit peu au banc, déjà, de la grande intelligentsia universitaire de l'époque. Et il vit ce que vivent la plupart des gens qui vivent dans les hôpitaux publics à l'époque, c'est-à-dire des hôpitaux qui sont faits pour les pauvres. Jamais les riches ne vont à un hôpital, soyons clairs. Les femmes riches, elles accouchent chez elles vont pas à l'hôpital. Donc ce sont les pauvresses qui viennent à l'hôpital. Et là, bien entendu, elles savent très bien qu'elles risquent de mourir, parce qu'il y a un certain nombre de fléaux, dont en particulier cette fameuse fièvre puerpérale, qui est en fait une péritonite du petit bassin, qui est liée à l'infection. Et là, Semmelweis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Et il est frappé par une chose. Il y a 2 services d'accouchement. Il y en a un où les assistants sont des sages-femmes et l'autre où ce sont des internes, les médecins. Et il y a beaucoup plus d'infections du côté des médecins que du côté des sages-femmes. Et regarde la différence. Et il dit, mais les médecins, ils vont le matin avant d'aller examiner les femmes, ils vont faire les dissections des femmes qui sont mortes pendant la nuit. Or, bien entendu, nous sommes au 19e siècle, moitié du 19e siècle, on ne se lave pas les mains, on n'a pas de blouse, on n'a pas de masque, on n'a pas de chapeau, donc on y va vraiment avec les mains. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment de l'eau? Il y a à peine de l'eau. L'eau courante n'existe pas, même dans un hôpital comme ça. On se trempe plus ou moins les mains dans une fontaine. Et encore, on s'essuie plutôt sur son tablier. Et on va examiner les femmes. Et secondairement, bien entendu, on les infecte. Alors, attention, Semmelweis ne connaît pas les microbes, Semmelweis ne connaît pas l'immunologie, et il se dit, mais simplement, si on se lavait les mains en sortant des salles de dissection pour aller examiner les parturientes. Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là? Immédiatement, toute la faculté, y compris son propre patron, tombe sur lui et lui dit, mais ce que vous dites, c'est ridicule, vous nous faites prendre pour qui? Se laver les mains, c'est ridicule, un médecin a les mains propres. Et il se défend un peu. Si bien qu'il finit par être chassé de l'hôpital de Vienne, de se retrouver à Budapest, et finalement, sa fin est épouvantable. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est pas seulement ça, c'est qu'on ne le connaissait pas, Semmelweis. Qui le fait connaître? Un autre médecin maudit. Il s'appelle Louis-Ferdinand Destouches.
Et il va faire sa thèse sur Semmelweis. Et c'est grâce à Louis-Ferdinand Destouches, qui va devenir après le grand Céline du Voyage au bout de la nuit. Et c'est lui qui nous fait connaître ce médecin maudit, comme s'il y avait une filiation entre médecins maudits, puisque ce pauvre Céline, lui aussi, a été un médecin maudit pour d'autres raisons, mais tout aussi maudit que ne l'a été Semmelweis. Eh bien, c'est assez intéressant de voir ça. Et c'est lui, sa thèse, qui a été la thèse la plus consultée à la faculté de médecine pendant des années, maintenant qui est publié, on peut le trouver facilement en librairie, ce livre qui n'a rien à voir, attention, avec le génie du Voyage au bout de la nuit, qui est même une thèse assez banale, mais enfin qui est très claire et qui exprime très bien qu'est-ce qu'a fait Semmelweis. Qu'est-ce qui vous touche personnellement, Jean-Noël Fabiani, dans ces parcours de médecins effectivement un peu maudits, un peu mis au rebut de la grande histoire avec un grand H de la médecine? Pourquoi vous vous intéressez particulièrement à ces parcours-là? Je m'y intéresse pas particulièrement, mais enfin, je m'y intéresse quand même. Ils tiennent une grande place quand même dans cette histoire. Oui, parce qu'ils ont été mis un peu au rebut de la société, disons, de l'intelligentsia médicale, et je pense qu'ils ont une place importante. Semmelweis est un grand précurseur. Il faut lui donner la place. Ça n'a pas empêché que quelques années après, allaient arriver Koch et Pasteur, qui sont vraiment les hommes les plus importants dans la lutte contre les microbes du 19e siècle, c'est évident. Mais enfin, il y a eu un précurseur qu'on n'a pas écouté. Et très souvent, dans l'histoire de la médecine, comme dans les autres sciences, il y a un homme qui est en avance sur tout le monde, qui voit les choses, et qui n'est pas écouté, et qui souvent est vilipendé, ou bien même moqué, ou pire, je dirais presque torturé dans son être, comme a été Semmelweis. Qu'est-ce qui vous amène, Jean-Noël Fabiani, à vous intéresser à l'histoire de la médecine? C'est quoi le point de départ? Parce que vous faites une carrière de médecine, vous orientez plutôt vers la chirurgie cardiovasculaire. Pourquoi, à un moment donné, quand vous enseignez, quand vous vous mettez à enseigner, vous décidez de vous orienter vers l'histoire de la médecine? Comme toujours dans la vie, hasard total et absolu. Vous voyez qu'il y a un effet miroir. Bien sûr. Je ne m'intéressais pas particulièrement à l'histoire de la médecine, sinon un petit peu à l'histoire de la circulation sanguine, parce que c'était ma discipline. J'étais quand même chef de service d'un des plus gros services de chirurgie cardiovasculaire de France, donc je m'intéressais bien entendu un petit peu... Et on retombe sur Michel Servet qui finit au bûcher. Oui, absolument, ce pauvre Servet. On peut en parler tout dans un instant, mais vous me demandiez pourquoi je fais de la médecine, parce qu'à un moment, je faisais quelques cours. On me demandait de faire le cours justement sur Servet, sur Harvey, sur les grands hommes de la circulation sanguine. Je venais le faire comme les autres professeurs de mon université faisaient des cours sur leur discipline. Et puis le patron, en quelque sorte, de cette histoire de la médecine, qui s'appelait Roger Rullière, meurt. Et mon doyen me dit, écoute, j'ai tous les étudiants sur le dos, on va faire passer les examens, je ne veux pas qu'il y ait de problème avec les étudiants, donc tu vas t'occuper d'organiser l'enseignement et les examens. C'était à une époque où je ne pouvais pas dire merde à mon doyen, parce que j'allais être nommé professeur dans l'année. Alors, c'était pas le moment. Donc, je dis, écoute, oui, d'accord, je vais le faire. Je l'ai fait. J'y ai trouvé un certain intérêt, parce que j'ai été assisté aux cours de mes collègues. Et puis l'année suivante, il a fallu reproduire les choses, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être le responsable de l'enseignement d'histoire de la médecine. Comment on rationalise, comment on construit justement cette historiographie de la médecine personnelle? Comment vous avez construit, vous, votre histoire de la médecine, Jean-Noël Fabiani, à vous? Oui, alors je crois qu'il faut voir que tout commence quand même, il faut être clair, par Hippocrate. C'est un truisme de dire ça. Mais pourquoi Hippocrate? Non pas parce qu'il a écrit 50 livres de médecine, non pas parce qu'il a fait sortir la médecine de la magie. C'est vraiment lui qui, le premier, fait rédiger des observations à ses étudiants. C'est lui qui commence à dire « les dieux n'ont rien à voir avec la maladie ». La maladie, c'est quelque chose que l'on doit contrôler, quelque chose que l'on doit analyser. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Je pense que le plus important dans l'histoire d'Hippocrate, c'est la mort de Socrate. Parce que Socrate, le jour où il meurt, dit cette phrase absolument incroyable que personne ne comprend. La dernière phrase qu'il dit, après qu'il ait bu la ciguë, il dit « Nous devons un coq à Asclépios. Payez-le, ne l'oubliez pas. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a là tout. Il faut rappeler qui est Asclépios déjà en un mot. Asclépios, c'est le dieu de la médecine.
Dieu de la médecine, qu'il arrivait quand même pas mal d'emmerdements, soyez entre nous, excusez-moi, mais parce que il avait été, je passe le fait qu'il a été sorti du ventre de sa mère, qu'il y a Apollon l'a sorti du ventre de sa mère, enfin bon, qu'il apprend la médecine avec le centaure Chiron, et que finalement, il va être foudroyé par Zeus. Pourquoi? Mais parce qu'il avait utilisé un procédé, qui était le sang de l'hydre de Lerne, peu importe les détails, pour essayer de ressusciter les morts. Et Zeus dit, non, les médecins, vous ressusciterez pas les morts. Et, quelque part, Hippocrate, à qui on pose la question, bien sûr, se dit, qu'est-ce qu'a voulu dire Socrate? C'est-à-dire, vous les médecins qui êtes maintenant dans une phase scientifique, entre guillemets, on appelait ça un art à l'époque, eh bien, qui essayait de mettre de l'ordre dans cette profession, vous avez une mission tellement importante, qui peut être tellement dangereuse vis-à-vis, entre guillemets, du pouvoir des dieux, qu'il faut que vous ayez une éthique parfaite. Et à partir du moment où il se rend compte de ça, que fait Hippocrate? Il n'écrit plus que sur la déontologie, que sur les aphorismes, et que sur ce fameux serment que 2500 ans après, tous les médecins du monde, ou presque, prêtent encore, qui est vraiment l'éthique, comme si, pour être médecin, il fallait rentrer et prêter serment, en quelque sorte, d'une éthique parfaite, où il y a le secret médical, où il y a ne pas utiliser de médicaments qui peuvent être nuisibles, enfin, et ainsi de suite, enfin, le fameux serment d'Hippocrate, qui a été mis à jour, modernisé, mais dont les principes restent les mêmes que ceux qu'a édicté Hippocrate, et vraiment, il fait entrer la médecine dans une phase éthique. Et je crois que c'est ça le début de la médecine. Ça, c'est pour le début. Plus généralement, on reviendra sur la construction de la bande dessinée, mais évidemment, raconter l'histoire de la médecine, c'est raconter son histoire de la médecine. Il n'y a pas d'histoire universelle. Comment est-ce que vous la définiriez? Comment vous définiriez la vôtre? C'est une question difficile, que vous puissiez voir ce qui la différencie, ce qui la distingue des autres histoires de la médecine que vous avez lues et que vous avez pratiquées. Alors, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une continuité. Je vous ai pris l'exemple d'Hippocrate pour commencer, parce que c'est important, tout commence par lui. Et que pendant ce temps-là, l'histoire, avec un grand H, continue d'évoluer. Et que l'Empire romain, la bibliothèque d'Alexandrie qui va brûler, tout cela va entraîner une phase qui pourrait être considérée comme une phase négative, de choses qui dans le monde occidental, vont peu à peu stagner, voire régresser. Et le flambeau est repris. Il est repris par qui? Il est repris par, d'abord, ce qu'on appelle les médecins nestoriens, c'est-à-dire des gens qui sont enfuis vers la Perse, qui transmettent tout le message des Grecs aux Perses, et qui trouvent devant eux des hommes d'exception. Rhazès et Avicenne sont des hommes d'exception, qui vont transmettre ce message dans le monde où ils sont, où les Arabes viennent de prendre le pouvoir. Eux, ils sont perses au départ. Et même au départ, ils ne parlent pas arabe. Mais les Arabes imposent une chose. Et ça, c'est très important. Ils imposent la langue. Tout doit être traduit en arabe. Et donc, tout ce qui était dans l'ancienne civilisation hellénistique, grecque, romaine, tout va être traduit en arabe. Et ils vont faire le point de jonction. Je fais ce dessin parce que je vais... C'est géographique. C'est géographique. L'Afrique du Nord, vous avez bien compris. Je suis en Perse, je passe par le Caire et je vais à Cordoue, où, là, les moines reviennent, en particulier Gérard de Crémone, qui, au XIIe siècle, se met à traduire, cette fois-ci, tout ce qui avait été traduit en arabe, il retraduit en latin. Et ça va servir de point de départ pour la renaissance de la médecine en Occident à partir du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, ce qu'on appelle l'école de Salerne. Et tout cela est une traduction de ce qui avait été traduit. Donc cette passation de savoir. Attention, les Arabes ne sont pas seulement des passeurs de savoir, ils apportent leur pierre à l'édifice, hein, et Dieu sait si c'est important, en particulier dans ce qui concerne l'ophtalmologie, de la chirurgie... La circulation. La circulation, bien entendu, puisque Ibn Nafis va décrire la circulation bien avant tout le monde, on ne le sait pas encore, au XIIe siècle en tout cas, et puis progressivement des apports absolument considérables. La contagion, par exemple, c'est comme les hôpitaux, c'est eux qui inventent l'hôpital, hein. Donc,
Le D'ailleurs, fameux grand hôpital de Bagdad. le grand duel de la Béelle. Et puis quand Saint-Louis fait ça, qu'est-ce qu'il fait Saint-Louis quand il fait sa croisade, bon, on peut en discuter, hein, mais quand il revient de sa croisade, il dit « J'ai vu les Arabes soigner les maladies des yeux et dans des hôpitaux magnifiques » et il fait quand même les 15-20 qui existent toujours aujourd'hui et c'est Saint-Louis en faisant des croisades qui pose la première pierre. Donc vous voyez, il y a une continuité qui se produit entre toute cette civilisation arabe, c'est-à-dire le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge chrétien, à côté de ça, c'est pas grand-chose, pour tout dire. Ce sont les moines qui essayent, ils n'ont pas beaucoup de livres, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils connaissent quelques simples. Les simples, ce sont les plantes de leur jardin de moines, et ils font des décoctions, ils font des tisanes, ils font un petit peu de petite chirurgie, mais ils savent pas grand-chose. Il faut attendre le 12e, 13e, surtout 14e siècle, 12e, 13e, disons, pour être vraiment à l'époque où les universités vont rouvrir et où les livres vont revenir, des livres qui vont être traduits pour que des universités reforment des médecins et reforment aussi des chirurgiens. C'est intéressant parce qu'on a souvent reproché à l'histoire de la médecine, à l'histoire des sciences en général et à l'histoire de la médecine en particulier, d'être extrêmement occidentalo-centré. Oui. C'est quelque chose que vous vouliez contourner dès le départ parce qu'effectivement, vous venez de l'expliquer, vous montrez dans toute la première partie en tout cas de la BD qu'il y a un héritage, notamment arabe, perse, essentiel, et pas uniquement, mais on va y revenir d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent à l'autre bout du monde. Hein. Là, on parle bien sûr un peu de ce que l'on connaît, parce que on est quand même un petit peu centré sur nos pays, en tout cas les pays européens ou américains qui n'existent pas. L'Amérique n'existe pas encore, mais elle va prendre une place qui va être de plus en plus importante. Mais on parle aussi bien sûr de ce qui s'est passé en Chine, de ce qui s'est passé en Inde, de ce qui s'est passé dans d'autres pays, qui est quand même très intéressant aussi. Bon, c'est vrai qu'on connaît beaucoup moins bien la médecine chinoise, mais quand on regarde toutes les médecines de l'Antiquité, de la Haute Antiquité, ce sont toujours des médecines de prêtres. C'est-à-dire que peu ou prou, eh bien, il y a un dieu, il y a les prêtres du dieu, et c'est les prêtres du dieu qui font la médecine parce que ils sont investis, c'est une théocratie en quelque sorte, ils sont investis du pouvoir du dieu pour guérir. C'est le cas en Égypte, c'est le cas en Mésopotamie, c'est le cas dans la plupart des... Pas en Chine. Pas en Chine. Ce sont des philosophes qui sont au départ de la médecine chinoise. C'est Confucius et Lao Tzu. Ils sont au départ de la médecine chinoise. Et c'est quand même intéressant de noter que, alors que toutes les autres médecines de l'Antiquité ont totalement disparu, mais emportées déjà depuis très longtemps, la médecine chinoise existe toujours quand même. Elle existe d'abord en Chine, mais elle existe aussi dans nos pays, puisqu'il y a des spécialistes français de l'acupuncture, par exemple, et des spécialistes français des forces décrites par les Chinois, des méridiens sur lesquels il faut faire ce qu'on appelle la moxibuction, c'est-à-dire la chaleur, ou au contraire mettre en place les aiguilles, ce qui est plus exactement l'acupuncture. Donc ça existe encore aujourd'hui. Alors on peut discuter pour un occidental quelle est la valeur de cette médecine. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est en Chine, j'ai vu des anesthésies faites avec des aiguilles. Est-ce qu'un Européen peut subir la même chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai vu en Chine. Je suis allé opérer en Chine à plusieurs reprises et on m'a montré une opération toute simple, c'est de l'appendicite, hein, mais effectuée sous aiguille d'acupuncture. Donc c'est quand même assez intéressant qu'aujourd'hui encore, on fasse une thérapeutique qui a été inventée même avant Hippocrate. Comment est-ce que vous en êtes arrivé, puisque donc, je le disais tout à l'heure, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire de la médecine, sur l'histoire de l'hôpital, donc il y a effectivement une continuité dans votre travail depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça a changé de passer à la bande dessinée? Alors, d'abord, moi, personnellement, ça m'a beaucoup changé le travail, parce que je ne suis pas un auteur de scénario de bande dessinée. Hein. Je ne savais même pas comment il fallait s'y prendre pour faire ce qu'on appelle un storyboard. Donc, il a fallu que je me débrouille un peu, ce d'autant que mon éditeur m'a dit « Tu vas bien trouver le système pour communiquer avec le dessinateur, je te fais confiance. » Et en effet, alors j'ai fait mon travail comme un professeur de faculté. J'ai fait des diapos. Parce que quand on fait un cours, on fait des diapos et on étaye en quelque sorte son cours par des illustrations. Et ben c'est un peu ce que j'ai fait. Philippe Bercovici est un génie du dessin, c'est certain, c'est un homme d'exception. En plus, c'est un homme extrêmement agréable. Bon, il n'est pas obligatoirement spécialiste de comment est fichu l'amphithéâtre d'anatomie de la ville de Padoue. Il peut le chercher comme tout ça, mais c'est plus simple que moi je fasse la recherche. Et je lui ai dit à ce moment, on va mettre Harvey, l'amphithéâtre
d'anatomie de Padoue, qu'on peut toujours visiter aujourd'hui, hein, et puis et mettre éventuellement son maître Fabricius d'Acquapendente, et puis les représenter devant ou dans cet amphithéâtre d'anatomie. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait comme travail. Donc vous avez tout storyboardé de la première à la dernière classe. Absolument, oui. Oui. Et alors, justement, donc ce qui explique, du coup, j'allais vous demander comment vous avez fait le choix entre ce qui relève de l'illustration et ce qui relève, c'est-à-dire de l'illustration d'imaginaire, et puis ce qui relève de la planche anatomique, mais finalement les planches anatomiques, parce qu'il y a des moments où il y a des découpes, où il y a vraiment des indications. Oui. Tout ça, vous l'avez donné clé en main à Philippe Bercovici. En laissant, bien sûr, à Philippe le soin de le mettre en scène et de l'exprimer avec son propre talent. Mais moi, je lui ai donné les éléments, je lui ai dit, voilà ce qu'il faudrait qu'il y ait sur cette diapo. Et de temps en temps, il me représente un gars qui a des lunettes, alors que les lunettes ont été inventées avant. Alors, je lui envoie un petit mot à Internet en lui disant, écoute, Philippe, les lunettes, c'est seulement dans 2 siècles qu'elles vont apparaître. Et comment est-ce que vous avez choisi, parce que évidemment une bande dessinée, l'image prend énormément de place et à juste titre, comment est-ce que vous avez choisi du coup les textes et notamment par exemple les dialogues entre les personnages, parce que parfois bien c'est juste des petits traits d'esprit, des petits traits d'humour, et puis parfois au contraire c'est de la citation, c'est de l'explication. Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus avec Bercovici? Alors écoutez, c'est très simple. Moi, j'étais pas spécialiste pour faire des scénaristes de bande dessinée, mais j'étais un grand amateur de bande dessinée. Ce que j'ai compris dans la bande dessinée, c'est que j'avais un narratif pour chaque case où j'avais une phrase à mettre. Cette phrase, il fallait qu'elle soit exacte, qu'elle apporte un message, qu'elle soit scientifique si possible, mais qu'elle soit caricaturale. On ne peut pas dans la bande dessinée dire, comme souvent les médecins, ça peut être comme ci, ça peut être autrement, ça peut être comme ça. Non, il faut une phrase. Donc ça, c'est le narratif. Et puis, ce que j'ai parfaitement compris en bande dessinée, c'est que la bulle, elle, si possible, il faut qu'elle soit, sinon marrante, du moins qu'elle soit légère, qu'elle permette de suivre, en quelque sorte, une histoire, par exemple. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Donc, j'ai essayé de mettre des bulles, si possible, marrantes. Philippe m'a aidé en mettant son grain de sel de temps en temps, en rajoutant une, parce qu'il a quand même le génie de ce genre de choses. Et voilà comment on a travaillé. Alors on va revenir plutôt sur la deuxième partie de cette bande dessinée. Donc vous racontez les grands progrès, les grands tournants. Vous notez par exemple l'asepsie, c'est-à-dire l'hygiène, l'anesthésie, quelques moments qui font basculer la science vers la modernité. On arrive jusqu'à aujourd'hui avec des questions autour de la reproduction, des nouvelles grandes épidémies, de l'instrumentation qui est aussi très très importante. Là aussi, comment est-ce que vous choisissez, quand on arrive dans l'histoire de la médecine moderne et contemporaine qui devient pléthorique, ce que vous traitez et ce que vous laissez de côté? Il y a des choix, vous avez, j'imagine, laissé de côté des choses. Comment est-ce que vous avez fait la distinction? Alors, je crois qu'il faut essayer, pour un lecteur qui n'est pas un spécialiste, de lui laisser un fil directeur. C'est-à-dire, par exemple, quand on commence à parler de l'immunologie, quand même quelque chose qui devient assez compliqué quand même, hein. Alors, il faut commencer par le début, c'est-à-dire le moine Georges Mandel qui cultive ses petits pois et qui trouve les lois de l'hérédité dans son jardin en cultivant ses petits pois. Et puis ensuite, il y a celui qui va s'intéresser aux mouches qui s'appellent la drosophile. Il y a des mouches avec des yeux rouges, des mouches qui n'ont pas les yeux rouges. Et puis, il va démontrer les lois de l'hérédité. Et puis ensuite, on va démontrer l'ADN. On va démontrer que l'ADN, c'est un langage qui est un langage extraordinaire, puisqu'il n'y a que 4 bases qui permettent d'avoir tout le message, non seulement pour les humains, non seulement pour les animaux, mais également pour les végétaux. Donc c'est la vie qui s'exprime là-dedans. C'est ça que j'ai voulu faire passer comme message. Et puis bien sûr, une fois qu'on avait cet outil, qu'on avait compris ce que c'était que l'ADN, et que les bactéries avaient elles-mêmes un ADN, qu'on allait pouvoir les utiliser comme des espèces de petits esclaves. On allait pouvoir prendre un morceau de leur ADN propre, leur rajouter par exemple comment on fabrique de l'insuline, et demander à des bactéries de fabriquer de l'insuline. Et ces pauvres petites bactéries, pauvres petites, n'exagérons pas, mais enfin, dans leur cuve, elles fabriquent de l'insuline. L'insuline que l'on donne actuellement aux hommes diabétiques, elle est fabriquée par des bactéries. Donc ça, c'est formidable. On est capable, avec des ciseaux microscopiques, bien sûr, de changer. Et puis, on est capable aussi maintenant de faire des clones. On est capable de cloner des humains, enfin des animaux, mais sans doute des humains. Et sans doute des organes. Et donc, on va peut-être demain, je parle assez demain, mais il fallait en parler quand même, de dire qu'on a les moyens de le faire, que ça n'est pas fait actuellement, que l'éthique va venir se surajouter. D'ailleurs, je parle beaucoup de l'éthique
dans la deuxième partie, hein. dans toutes les parties, mais il y a des problèmes majeurs de l'avenir de l'humanité qui sont posés actuellement par les progrès de la médecine. Le clonage en est un. Par exemple, demain, vous pourrez très bien, on va vous prendre une cellule quelque part, et puis on va vous fabriquer un cœur qui va être celui dont vous aurez besoin le jour où votre cœur sera malade, et on vous fera à ce moment-là la greffe de cœur à partir de votre cœur qui a été cultivé dans un ballon, quelque chose, et votre cœur sera votre cœur à vous. Il n'y aura même plus besoin de mettre des médicaments anti-rejet, puisque ce sera vos cellules. Donc vous voyez, où va-t-on? Et puis aussi, à côté de ça, à côté des greffes, là j'ai été au clonage, mais restons aux greffes qui sont notre quotidien aujourd'hui, il y a aussi les organes artificiels. Qui va gagner la bataille, entre guillemets, si bataille il y a, entre faire une greffe de cœur et mettre un cœur artificiel? Les greffes de cœur, on n'en a pas assez, de toute façon. Donc il va falloir mettre en place des organes artificiels. Donc on est en train, en ce moment, comme vous le savez, notamment dans mon service, on a été un petit peu sous les feux de la rampe il y a quelques années sur la mise en place d'un cœur artificiel totalement implantable. Donc c'est des choses qui vont arriver. Est-ce qu'il y a des parties de l'histoire que vous avez été contraint de laisser de côté avec un peu de regret? Alors, dans la première édition, oui, par exemple, je n'ai pas parlé suffisamment de la réanimation. C'est important, la réanimation, le geste qui sauve. Surtout que ça raconte... Ça a une histoire intéressante, oui, avec l'insufflation anale. L'insufflation anale, des choses comme ça. Bon, il y a des tas de choses. J'ai pas suffisamment parlé des femmes. Alors, j'allais aborder la question. L'histoire de la médecine, ça reste une histoire très masculine. Elle l'est quand même, parce que la société est masculine, même s'il y a des femmes si extraordinaires que Hildegarde de Bingen, qui est une mystique extraordinaire, une savante absolue dans son monastère, et qui met au point vraiment la thérapeutique de l'époque avec les plantes. C'est elle qui vraiment répertorie tous les traitements par les plantes. Donc, et elle ne savait pas que ça, elle était capable de faire des tas d'autres choses. C'était vraiment un médecin dans l'âme, Hildegarde de Bingen. Mais il y a quand même que assez peu d'exemples. Il y a Trotula à Salerne, on dit c'est une sage-femme. Est-ce que c'était un médecin? C'était un médecin, gynécologue et obstétricien. Elle était capable de faire des choses extraordinaires. Et donc, mais d'abord, on a peu de renseignements historiques sur elle. Et deuxièmement, on sait qu'il y a des femmes qui ont tenu des responsabilités, mais on n'a pas gardé de documents. Donc, si on n'a pas de documents, on ne peut pas en parler. C'est toujours pareil, si vous voulez, on est coincé. Alors, on retrouve quand même en fouillant, donc c'est un petit peu un des buts de la réédition qu'on va préparer avec les arènes, c'est de parler des femmes. Et alors, les femmes, il n'y a pas que des femmes médecins. Et le début des femmes médecins au XIXe siècle est une aventure absolument incroyable. Vous en parlez, hein, la première femme médecin, elle est mentionnée dans cette édition. Oui, elle est, mais je ne parle pas de toute l'histoire, parce qu'il y a quand même il y a Elisabeth Guéret qui a quand même été inscrite 19 fois pour s'inscrire aux études de médecine. 19 fois. Enfin, elle a réussi, mais vous vous rendez compte qu'il fallait vraiment une détermination incroyable pour arriver à faire ce que l'on voulait faire. Puis il y a l'histoire des infirmières aussi qui est importante. Les infirmières, pendant très longtemps, elles ont été confondues avec les bonnes sœurs. Parce que c'était les sœurs qui étaient dans les hôpitaux, qui étaient tenues par l'Église, et c'était des sœurs, les Augustines pour tout dire, qui tenaient les choses en main. Moi-même, je me souviens, quand j'étais jeune interne, j'ai été interne à Boussicot. À Boussicot, il y avait encore les sœurs, parce que Madame Boussicot, qui avait payé pour faire cet hôpital, avait demandé que ce soit les Augustines qui soient encore en charge des soins. Alors, il y avait bien sûr des infirmières laïques, mais il y avait encore les filles avec les cornettes dans les cours de l'hôpital. Mais il faut raconter l'histoire des infirmières laïques. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé des tas de choses, bien entendu. Un certain nombre d'infirmières sont nées, en particulier, bien sûr, quelques exemples que je cite. Et puis enfin, toujours des femmes, les sages-femmes. Les sages-femmes, qui, elles, depuis la nuit des temps... Depuis le Moyen-Âge. Même dans l'Antiquité. Même dans l'Antiquité. N'oubliez pas ce petit détail que je me suis permis de citer, c'est que Socrate lui-même disait « Ma mère était sage-femme et elle accouchait les hommes comme moi j'accouche les esprits. » Vous avez choisi délibérément de laisser de côté les frontières de la médecine. On sait qu'aujourd'hui, sans porter de jugement à tort ou à raison, il y a un intérêt renouvelé pour ce qu'on appelle les médecines parallèles.
la France, par exemple, a vécu un débat important autour de la question de l'homéopathie. Tout ça, vous avez choisi de le mettre de côté volontairement? J'ai pas choisi de mettre de côté l'homéopathie, j'en parle. Je parle de l'homéopathie, une case. Une case. Parce Peut-être que c'est tout ce que ça méritait. Je crois que oui. Mais dans l'esprit, qu'est-ce qui crée l'homéopathie? L'homéopathie, c'est un médecin allemand, Hahnemann, qui a une idée, une idée dans l'organisme. Il y a naturellement tous les moyens pour lutter contre tous les symptômes et contre toutes les maladies. Donc je vais chercher en quelque sorte une substance provoquant le même symptôme, je vais peu à peu le diluer, et l'organisme va trouver les moyens, devant cette dilution, de lutter contre le mal. Bon, ça ne tient pas la route comme raisonnement. Donc, comme ça ne tient pas la route, il aurait fallu démontrer éventuellement le bienfait de l'homéopathie, ce qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire que ça n'a jamais démontré l'efficacité. En revanche, je ne dirais pas de mal des médecins qui font de l'homéopathie. Ce sont des grands médecins. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent leurs malades. Parce que une consultation dure ce qu'elle doit durer, c'est-à-dire 3/4 d'heure. Qu'ils expliquent aux gens pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, comment on le fait, quelles sont les raisons. Et ils font entrer les gens qui croient à l'homéopathie dans une démarche, qui est une démarche qui va être certes placebo, mais qui est une démarche qui va être très efficace. Et ces médecins ont compris beaucoup de choses. Dans ma vie, j'ai été chirurgien en Haute-Volta à l'époque, et j'ai écrit un livre qui s'appelait « Le chirurgien et le marabout », où j'ai vu ce que c'était que les thérapeutiques alternatives. Et les thérapeutiques par les plantes, les thérapeutiques par les gris-gris. L'effet placebo, ça va jusqu'à 30% de l'effet thérapeutique. Et donc, ça n'est pas négligeable. Il n'y a pas beaucoup de médicaments, finalement, qui soient parfois aussi efficaces que les 30%. Et j'ai compris tout de suite, quand je suis arrivé en Afrique, ce que c'était que l'effet placebo. Le premier jour, j'ai mon infirmier qui est venu me voir. Infirmier. Il est venu me voir et me dit « Docteur, je ne peux pas faire ta consultation. Aujourd'hui, je suis très malade, j'ai mal à la tête. » Je lui ai dit, écoute, c'est pas difficile, je vais te donner un comprimé d'aspirine, et tu vas le prendre, tu vas voir ton mal de tête. Puis il s'en va, je le vois plus. Le soir, je le vois de loin. Je lui dis, alors, ça va ton mal de tête? Il avait un grand bandeau sur la tête comme ça. Je lui dis, ça va ton mal de tête? Il dit, oh, docteur, ton comprimé, il est formidable, je le remettrai demain. Il l'avait mis sous le bandeau. Mais c'était, d'abord, pourquoi il l'avait mis sous le bandeau? Parce que en Afrique, quand on a mal quelque part, il faut que le médicament soit à l'endroit où on a mal. Le mettre dans la bouche, ça ne va pas soigner le mal de tête. Donc il l'a mis sur le bandeau, ce qui était logique. Pour parler justement de la prochaine version, la bande dessinée se termine par la question de la recherche aujourd'hui, des avancées de la recherche. Vous parlez de la circulation extracorporelle, de l'endoscopie. Est-ce que vous allez développer cette partie? Plein de choses passionnantes. L'édition génétique, le microbiote, les neurosciences. Est-ce que tout ça, vous allez essayer de l'intégrer? C'est pas facile à illustrer le microbiote. Non, c'est pas facile. Je suis sûr que Philippe Bercovici va trouver quelque chose pour l'illustrer. Mais attention, c'est quand même un livre d'histoire. Donc, je ne peux pas me permettre de trop traiter, même si je l'aborde un peu, ce que va être la médecine de demain, qui ne va avoir rien à voir avec la médecine que l'on connaît aujourd'hui, et bien entendu rien à voir avec la médecine que l'on décrit dans un livre d'histoire de la médecine. Des choses vont nous révolutionner. Le big data va révolutionner la pratique des médecins. L'intelligence artificielle aussi, tout le monde le sait maintenant. Les chirurgiens vont voir leur pratique complètement diverger du fait des outils robotiques, par exemple, qu'ils vont avoir entre les mains. On parle beaucoup de médecine personnalisée, de médecine individualisée. Ce qui est logique, bien entendu. D'ailleurs, ça a commencé. Maintenant, pour les cancers du sein, comme vous savez, on fait des prélèvements pour savoir quel est exactement le profil hormonal de ce cancer, pour traiter les femmes en fonction de leur profil hormonal. Donc, et ainsi de suite. Et puis, on va utiliser des médicaments qui vont aller, comme disait mon infirmier de Haute-Volta, pour aller à l'endroit où est le mal. Parce qu'il a raison quelque part. Il faut aller à l'endroit où est le mal. Et on va mettre en place des médicaments qui vont aller, quand c'est un cancer par exemple, je ne sais pas, du tube digestif, qui va aller sur la tumeur. Donc ça va changer un petit peu la donne. Donc, je vous parlais des médecines alternatives tout à l'heure, mon infirmier avait raison. Il faut donner le médicament là où est le mal et pas le faire prendre par la bouche. Allez, pour conclure, Jean-Noël Fabiani, peut-être une toute dernière anecdote qui vous paraît essentielle, que tout le monde devrait connaître quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la médecine.
Bien sûr, vous me poussez une colle, là, évidemment. Si, quand même. Alstedt, le grand Alstedt. Le grand chirurgien, le plus grand chirurgien des États-Unis de son époque. Hein. On est dans les années 1860-70 à Baltimore. Et à l'époque, Alstedt suit les principes qui viennent de Pasteur, mais qui ont été relayés par Lister en Écosse. Donc, il met les mains, on opère, on n'a pas de chapeau, on n'a pas de masque, on met simplement un tablier pour faire les opérations, on retrousse les manches de sa redingote, c'est tout. Hein. Et donc, mais on trempe les mains dans un acide, qui est l'acide phinique, de façon à désinfecter. Et on fait l'opération comme ça, en désinfectant avec de l'acide. Et le grand Alstedt tombe amoureux fou de sa penseuse, instrumentiste, qui s'appelle Caroline, qui est très belle, qui a une classe formidable. Et il dit, mais j'ose pas lui avouer ma flamme. Et c'est dramatique parce que Caroline vient le voir et lui dit, monsieur, je suis désolé, mais je ne peux plus rester avec vous. Et elle lui montre ses mains, ses belles mains blanches, qui sont devenues crevassées, suintantes, rouges, à cause de l'acide. Il dit, mais c'est l'acide. Il dit, oui, c'est l'acide, je ne peux plus rester, je ne supporte plus l'acide, il faut que j'arrête de vous aider en salle d'opération. Il dit, Caroline, ne bougez pas, je vais faire ce qu'il faut. Et là, idée de génie de Alstedt. Il a entendu parler d'une équipe, celle de Charles Goodyear, qui sont capables de prendre ce nouveau matériau et d'entourer les roues des carrioles. Il va le voir, il dit, il faudrait que vous me fassiez, pour protéger les mains de Caroline, des gants, et comme une seconde peau qui la séparerait de l'acide. Et l'équipe de Goodyear dit, ben oui, bien sûr, on va vous faire ça. Et donc, il revient avec ces gants, qui sont des gants, les premiers gants de chirurgie. Mais attention, ces premiers gants de chirurgie, ils n'ont pas du tout été conçus pour éviter les contaminations manuportées par les chirurgiens. Ils ont été conçus par amour pour Caroline, pour que Caroline puisse rester à côté de son chirurgien. Donc, les gants de chirurgie sont nés par amour d'un chirurgien pour son instrument. Je vous rassure, l'histoire se conduit bien. Il se marie ensuite et tout. Alstedt va devenir un des grands personnages du John Hopkins, qui est le plus grand hôpital de l'Est des États-Unis. Enfin bon, c'est une belle histoire, mais elle est tout à fait exacte. Caroline Hampton, qui était d'ailleurs la nièce du général des Confédérés, eh bien, Caroline Hampton est celle pour qui on a inventé les gants de chirurgie. Comme quoi, toute grande histoire est une grande histoire d'amour. Évidemment. Merci beaucoup, Jean-Noël Fabiani. Merci à vous.